Hello et bienvenue sur Parole de Bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, c'est Clément Bessal, fondateur d'Upstage, et notre mission, c'est de transformer notre bipolarité en opportunité. Aujourd'hui, on va explorer un outil puissant, la remédiation cognitive, et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Nicolas Franck, qui est psychiatre et chef de pôle du centre hospitalier Le Vinatier. Ce que tu vas apprendre dans ce podcast, c'est plein de choses sur la remédiation cognitive, avec des conseils d'experts, des techniques et pratiques, tout ce qui est bénéfice réel et comment est-ce que tu peux intégrer cet outil. Voilà, Nicolas, est-ce que tu peux te présenter, tout simplement? Merci beaucoup Clément, bonjour à tous. Oui, je suis psychiatre depuis la fin des années 1990. J'ai fait un parcours de sciences en même temps. J'ai travaillé sur les fonctions cognitives dans la schizophrénie. J'ai rapidement pu identifier des processus qui pouvaient être des cibles thérapeutiques et je suis engagé dans le développement de la remédiation cognitive pour aider les gens à avoir plus de pouvoir de décision et d'action en renforçant leur capacité à traiter finalement des informations qui leur permettent d'affronter les situations du quotidien. C'est comme ça que j'en suis venu à m'intéresser à la réhabilitation psychosociale, aux soins de la réhabilitation psychosociale, et puis à l'approche en rétablissement, parce que ça va avec. Donc, je suis professeur de psychiatrie, je suis responsable de l'enseignement de la psychiatrie à Lyon, ça s'appelle coordonnateur du DES de psychiatrie. Effectivement, je m'occupe d'un pôle qui comprend des structures de réhabilitation psychosociale et un secteur de psychiatrie générale. Je pourrais en parler un petit peu plus après, je te laisserai me poser des questions. Le secteur de psychiatrie générale, c'est 3 arrondissements de Lyon, 240 000 habitants. Et on a eu à cœur, avec toute l'équipe, de mettre à la disposition de toute la population une approche orientée rétablissement et des outils de soins de réhabilitation psychosociale. L'idée, c'est de ne pas réserver aux structures spécialisées les outils de qualité qui permettent vraiment aux gens d'avoir le plus de chances de réussir leur vie. Donc moi, je défends beaucoup la psychiatrie générale. Je pense que c'est pas bien d'être spécialisé sur un trouble de toute façon avec des limites qui sont très floues, parce que tout est dimensionnel dans l'esprit humain. Donc, je m'occupe aussi bien de troubles bipolaires que de schizophrénie, d'autisme, enfin, troubles du neurodéveloppement général, troubles borderline, etc. Voilà, je pourrais décrire un petit peu plus le secteur si tu penses que c'est pertinent, enfin, l'organisation des soins de secteur, si tu penses que c'est pertinent. Et puis, sinon, je préfère, je pense, répondre aux questions. Ouais, mais de toute façon, l'idée, c'est que ça soit un échange, donc je vais, par rapport à ce que tu me dis et ce que tu dis à tout le monde, déjà, je trouve que c'est hyper intéressant parce que tu utilises des termes, mais je pense que c'est bien de réexpliquer ce que c'est. Tu parles notamment de réhabilitation psychosociale. Alors moi, je trouve ça super, mais comment est-ce que toi, tu le définis? Oui, alors tu as raison, c'est très important d'être clair sur les termes qu'on emploie. Il y a 2 termes, enfin il y a 3 mots avec une expression et un terme. Il y a réhabilitation psychosociale et rétablissement. Donc ne confondons pas les deux. Le plus important, c'est le rétablissement. Le rétablissement, c'est le parcours de la personne qui tend vers un mieux-être et une satisfaction. C'est-à-dire arriver, selon ses propres critères, à avoir une vie qui convienne. Ça, c'est le rétablissement et c'est défini par la propre personne. On ne peut pas le prescrire. Nous, on essaye, en tant que professionnels de la santé mentale, de créer des conditions favorables à ce rétablissement. Et des conditions favorables, c'est des conditions qui permettent de se saisir de ses capacités, de les identifier, de les renforcer. Et ça, c'est la réhabilitation psychosociale. Donc, le rétablissement, c'est propre à la personne. La réhabilitation psychosociale, c'est ce que proposent les soins psychiatriques ou les structures psychiatriques et médico-sociales pour favoriser le rétablissement. Il faut définir un petit peu plus comment on pratique la réhabilitation, si tu veux. Avec grand plaisir, vas-y, lance-toi, Alors Nicolas. voilà, donc c'est très protocolisé. On a beaucoup travaillé avec les pouvoirs publics, des personnes concernées et d'autres professionnels il y a une petite dizaine d'années pour définir ça et que ça fasse l'objet d'une réglementation. Et donc il y a une instruction de la Direction générale de l'offre de soins qui date de janvier 2019 qui dit très clairement ce qu'est une structure de réhabilitation psychosociale. À l'époque, ce qu'on voulait faire, on a commencé à travailler là-dessus au début des années 2010, 2016, 2017 pour ce texte-là et puis le décret qui a précédé. On pensait qu'il fallait faire des structures spécialisées qu'on appelait centres de réhabilitation psychosociale. Mais c'est la même chose sur un secteur de psychiatrie générale. En fait, tout le monde devrait pouvoir bénéficier de ça. Donc, ça veut dire il faut une évaluation qui met en évidence les capacités, qui est standardisée, parce que comme ça a une valeur, ce qu'on met en évidence, les capacités et les limitations, comme ça la personne voit où elle en est, et puis après, des outils de soins pour renforcer les capacités en question ou diminuer l'impact des difficultés en question. Et les outils de soins de la réhabilitation psychosociale, qui sont là donc pour renforcer le pouvoir de décision et d'action des personnes, pour renforcer leur capacité d'autodétermination, c'est la psychoéducation. Qu'est-ce que je sais de mes difficultés? Qu'est-ce que je sais du processus de rétablissement? Qu'est-ce que je sais de la santé mentale en général? Qu'est-ce que je sais de l'autostigmatisation? Qu'est-ce que je sais de ceci, de cela? Enfin, tout ce qui concerne les difficultés que je peux avoir, ce que je suis et ma santé mentale en général. Donc, la psychoéducation, c'est le principal outil qui devrait être accessible à tous. C'est pas encore le cas. Ça a progressé, mais c'est pas encore le cas.
Après, il y a les processus cognitifs. On en a parlé un petit peu avant. C'est de là que je suis parti pour en venir là. Et donc, la remédiation cognitive va diminuer l'impact des troubles cognitifs qui sont associés fréquemment aux troubles psychiques sévères en particulier. C'est difficultés de concentration, d'attention, difficultés de mémoire, difficultés pour s'organiser, pour planifier, pour faire preuve de flexibilité, difficultés pour se repérer dans le temps, dans l'espace, qu'on appelle visio-spatial, difficultés pour comprendre les états mentaux d'autrui, les émotions d'autrui, ce qui crée des troubles des interactions, une méfiance par rapport à autrui, un retrait social. C'est ce qu'on appelle la cognition sociale. Donc tout ça, on peut le mesurer avec des tests, des tâches standardisées, et ça, c'est le travail des neuropsychologues. Et puis enfin, évaluer l'autonomie quotidienne et évaluer un certain nombre de dimensions psychosociales, par exemple l'insight, la qualité de vie, le bien-être mental, le stade de rétablissement. Et puis, évaluation clinique, bien sûr, les symptômes qui vont impacter la qualité de vie, de bien-être et le parcours de rétablissement. Mais vous voyez, tu vois, les symptômes, ils viennent simplement en dernier. On ne cherche pas à favoriser le rétablissement en diminuant les symptômes. Ça, c'est très simpliste. C'était la vision médicale, biomédicale classique. Mais on sait très bien que si on fait que ça suffira pas. C'est nécessaire parce qu'on veut pas faire souffrir les personnes, mais ce n'est pas suffisant de diminuer les symptômes pour favoriser le rétablissement. Donc, en fait, il faut agir sur toutes les autres dimensions. D'où l'idée d'avoir cette évaluation multidisciplinaire avec plein de cibles thérapeutiques et de cibler pas seulement la diminution des symptômes, mais aussi des cibles fonctionnelles pour permettre à la personne d'affronter son quotidien, de réussir ses projets. Donc, améliorer l'autonomie, améliorer la connaissance de soi, améliorer le fonctionnement cognitif et diminuer l'impact des troubles cognitifs, améliorer les interactions sociales, etc., etc. Donc, la réhabilitation psychosociale, elle fait tout ça en faveur du rétablissement. Mais c'est nécessaire, pas forcément suffisant, parce que le rétablissement, il est mystérieux. Des gens se rétablissent sans rien de tout ça, et parfois d'autres ont tout ce qu'il faut et ils se rétablissent quand même pas. Donc on n'est pas magicien, on met à disposition de la meilleure manière possible, on fait vraiment ce qu'on peut, tous ces outils-là pour que les gens soient dans les meilleures conditions pour se rétablir, mais ça ne veut pas dire qu'à tous les coups ça va se produire. Je pense simplement, et les études le montrent, que ça donne plus de chances que le rétablissement se produise. Voilà ce qu'on fait en réhabilitation psychosociale et voilà comment on veut organiser les soins en psychiatrie en général en France actuellement. Ouais, c'est hyper important. Nous, on travaille beaucoup sur la partie psychoéducation. On a construit quelque chose en ligne avec des psychiatres où en fait l'avantage qu'on a, c'est que c'est accessible à toutes et à tous, sans délai et sans coût. Et c'est vrai que ça, c'est l'avantage du digital. Pour revenir à la remédiation cognitive, parce que c'est un sujet que je trouve hyper intéressant, parce que en fait, nous, on est persuadés que pour atteindre le rétablissement, avant tout, c'est d'avoir de l'espoir et d'avoir confiance qu'on va réussir. Parce que sinon, il y a pas mal d'étapes, c'est pas toujours facile. Mais il y a beaucoup de personnes que j'entends qui me disent ouais, moi j'ai du mal à me concentrer. Dans quelle situation tu recommandes justement de faire de la remédiation cognitive? Alors je pense qu'il faut faire les choses vraiment correctement. On peut pas dire on a un trouble bipolaire, on a une schizophrénie, etc. Il y a forcément nécessité de remédiation cognitive. Ça, ce serait vraiment très simpliste. En fait, la démarche qui doit être faite par les personnes, à titre d'auto-repérage et par les professionnels de santé mentale, c'est rechercher une plainte cognitive. Est-ce que déjà il y a une gêne de la personne? Parce que certaines compensent, se sont débrouillées, d'autres finalement on imagine avoir des troubles cognitifs, mais n'en ont pas d'ailleurs, pas selon les normes établies pour la population générale. Enfin, il y a plein de situations différentes. Donc, est-ce que la personne elle est gênée? Si la personne est gênée, on va faire une mesure objective pour voir si effectivement il y a un trouble cognitif selon les normes établies par les psychologues, parce que tous les tests sont normés. Et si il y a effectivement une difficulté par rapport aux normes standardisées, il faut rechercher un retentissement. En fait, il y a 3 étapes. D'abord, rechercher la plainte. S'il y a une plainte, objectiver éventuellement cette plainte avec des tâches standardisées. Et si effectivement il y a une baisse des performances par rapport à ce qui est attendu en moyenne pour cette tranche de la population, en catégorie comme ci, comme ça, avec plein de caractéristiques, rechercher le retentissement. Parce que ce qui compte, c'est la plainte, c'est sûr, mais pas seulement la plainte, pas seulement la mesure objective, mais surtout le retentissement. C'est-à-dire en quoi c'est gênant pour la personne au quotidien. Il y a des échelles pour ça qui s'appellent ERF, évaluation des répercussions fonctionnelles. Il y en a une qui a été faite par Pascal Vianin, c'est la première, qui est très importante, qui s'appelle l'ERF d'ailleurs, c'est le nom de base. Puis il y a l'ERFCS, évaluation des répercussions fonctionnelles, dans le domaine de la cognition sociale, qui a été faite par Élodie Perroux, qui est psychologue, neuropsychologue à Lyon, et Baptiste Godlus, qui est infirmier en pratique avancée. Donc en fait, ces 2 échelles-là, elles sont hyper importantes. Ça permet de faire le lien entre des chiffres sur les tâches de laboratoire et puis la vie quotidienne. Et puis en fonction de ça, s'il y a un retentissement, si vraiment il y a un bénéfice potentiel à agir sur ce domaine, on met en œuvre de la remédiation cognitive.
Donc, c'est pas parce que la personne dit j'ai un trouble bipolaire, paf, remédiation cognitive, j'ai une schizophrénie, paf, remédiation cognitive. Non, il y a une plainte, mais même s'il y a une plainte, il faut l'objectiver et après, il faut voir les répercussions fonctionnelles. Donc, si on respecte toutes ces étapes-là, ça a un sens. Avant de faire tout ça aussi, très important que le traitement médicamenteux soit optimisé. Parce qu'évidemment, il y a des troubles cognitifs iatrogènes, c'est-à-dire secondaires au traitement médicamenteux. Il y a beaucoup de médicaments qui altèrent les capacités attentionnelles et donc mnésiques, parce que si on n'est pas attentif, on ne peut pas mémoriser. Donc, en particulier, ce qu'on appelle les benzodiazépines, qui ne devraient jamais être prescrites au long cours, sauf exception, par exemple dans la catatonie. Et c'est prescrit, c'est un très bon traitement de la crise. Par exemple, si on a un épisode maniaque, c'est excellent d'avoir des benzodiazépines parce que c'est pas toxique pour le cœur, c'est relaxant, c'est sédatif, c'est très très bien, mais il faut pas les laisser au long cours. Et le problème, c'est que parfois les traitements qui sont prescrits en crise restent au long cours, ce qui est une erreur. Donc, s'ils sont au long cours par erreur, il faut les arrêter très progressivement, etc., etc. Donc, les benzodiazépines, pas au long cours, troubles cognitifs, troubles attentionnels en particulier. Les phénothiazines, c'est des médicaments antipsychotiques sédatifs, comme par exemple le tertian, le nosinant, etc., génèrent également des troubles cognitifs. Il y a d'autres antipsychotiques qui génèrent d'ailleurs des troubles cognitifs, mais ceux-là en particulier. Et puis, vous avez aussi les correcteurs anticholinergiques, qui génèrent beaucoup de troubles cognitifs et qui ont fait l'objet d'une référence médicale opposable dès 1998 pour ne pas être prescrits au long cours. Voilà 3 catégories de médicaments qu'on ne devrait pas prendre au long cours, mais qui très fréquemment sont pris au long cours et réclamés par les personnes qui les prennent parce qu'ils procurent finalement ces médicaments une sorte de bien-être et ça devient addictif. Donc, surtout pour les benzodiazépines et les correcteurs anticholinergiques. Donc, ces médicaments-là, il faut les réduire d'abord pour faire le bilan au moment où on a le meilleur compromis entre le moins de symptômes possible et le moins de médicaments possible. Oui, c'est quelque chose qui est, tu vois, c'est quelque chose qui est assez complexe et il faut le co-construire en fait. C'est la personne concernée qui le co-construit avec le prescripteur, qui en général est un psychiatre. Ça peut être un infirmier en pratique avancée maintenant, en tout cas un professionnel de santé mentale. Mais ce qui est important, c'est que la personne concernée soit bien informée, parce que si elle n'est pas informée, si elle s'en remet aveuglément à son médecin, il n'y aura pas toute cette discussion, et il n'y aura pas cette optimisation, il n'y aura peut-être pas la recherche de la plainte cognitive. Et il y aura peut-être une autostigmatisation qui sera peut-être masquée, mais bien présente, etc., etc. Ça, on pourra en parler aussi après. Donc, c'est très important que la population soit informée, responsabilisée pour lui permettre d'aller de l'avant et de ne pas rester dans cette approche paternaliste qui existe encore beaucoup en France. Ouais, et tu as raison là-dessus, Nicolas, parce que nous, on croit énormément en ça. C'est que l'air de rien, les soignants, ils sont essentiels, mais avant tout, c'est à nous, en tant que C'est ça. personnes concernées, de faire le boulot. Ben Et, oui. et justement, alors, benzodiazépine, rapidement, c'est comme le Xanax, c'est ça, pour essayer de donner, voilà. Et donc, Xanax, Lysanxia, Temesta, Tranxène, enfin toute une catégorie de médicaments très nombreuses, très prescrites en France. On est des gros consommateurs en France, pas seulement dans les troubles psychiques sévères comme le trouble bipolaire, la schizophrénie, etc. Toute la population et ça génère des addictions fortes. Et en fait, pris au long cours, c'est qu'une drogue. Pris à court terme, c'est un médicament très efficace, très utile. Et le problème, c'est que comme d'habitude, ça a été dévoyé simplement parce qu'il y a un manque d'information de la population générale. Donc, si la population était informée, le savait, et si on faisait une prévention correcte, on aurait moins cette difficulté-là. Et moi, mon travail d'enseignant, c'est aussi de former les futurs médecins généralistes qui prescrivent beaucoup ça. Les psychiatres moins, parce qu'ils sont bien formés par rapport à ça, ils connaissent bien. En général, ils prescrivent pas trop au long cours. Mais les généralistes, qui ne s'intéressent pas nécessairement beaucoup à la psychiatrie, ont une facilité à prescrire ça plutôt qu'à recourir à des mesures non médicamenteuses qui seraient bien plus efficaces et bien moins toxiques, bien évidemment. Enfin, pas toxiques du tout. Donc ça, on l'enseigne, on répète ça dans les cours de psychiatrie dès la 4e, la 5e année. mais c'est bien aussi, je trouve, tu parlais de psychoéducation, mais que le patient, la personne concernée, sache aussi ces choses-là pour pouvoir avoir cet échange. Et donc, du côté nos personnes concernées, comme moi, donc c'est est-ce que j'ai une plainte, donc est-ce que j'ai un petit souci et je me dis, ah bah tiens, j'ai une perte cognitive. Ensuite, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut le faire par rapport aux normes à rechercher pour objectiver? Est-ce qu'on peut télécharger un document ou il faut absolument le faire avec un médecin ou un infirmier? Alors, s'il s'agit effectivement d'étudier précisément son fonctionnement cognitif, c'est impossible de le faire tout seul par auto-évaluation. Il y a quelques tâches standardisées automatisées, mais interpréter les résultats, ce sera pas possible, et elles suffiront pas. En fait, ça, c'est le métier du neuropsychologue. Et comme on pense que cette dimension est très importante, depuis une vingtaine d'années, on a beaucoup promu tout ça.
Et on a recruté des centaines de neuropsychologues dans tous les services de psychiatrie dans toute la France. Il n'y a pas un hôpital qui soit pas équipé avec plusieurs neuropsychologues. Donc la démarche, c'est sûr, elle est déjà complètement inscrite dans les 130 et quelques centres de réhabilitation psychosociale. Donc, quand on a un trouble bipolaire, on peut solliciter un bilan dans ces centres de réhabilitation psychosociale puisqu'on en relève complètement. Les centres experts fondamentaux bipolaires le font aussi. Donc, ça fait vraiment beaucoup de centres qui peuvent faire ça. Et comme ça permet d'avoir une interprétation des résultats qui soit pertinente et puis surtout une mise en perspective avec le reste. Parce qu'encore une fois, le bilan tout seul ne dit pas grand-chose. Vous allez avoir tel résultat, tel résultat, tel résultat. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait? L'important, c'est de le croiser avec le fonctionnement quotidien. C'est ce que je parlais tout à l'heure, ce que j'évoquais tout à l'heure en parlant de répercussions fonctionnelles. Donc ça, on peut pas le faire tout seul. Donc moi, ce pourquoi je milite maintenant, c'est que les secteurs de psychiatrie générale, et c'est en train de se faire, aient des neuropsychologues intégrés dans les équipes. Comme ça, les gens qui en ont besoin peuvent bénéficier de ce bilan-là dans le cadre d'une prestation publique et n'ont pas besoin d'aller payer quelques centaines d'euros dans un cabinet privé, parce que ça, n'importe qui peut aussi le faire chez une neuropsychologue ou un neuropsychologue libéral. Ça, c'est possible partout aussi maintenant. Mais il me semble quand même que dans un cas comme ça, ça relève de ce qui est public, quoi. C'est clair que c'est mieux. Oui, ça existe, hein, donc pas de souci. Non, il faut le solliciter. Non, clairement. Donc, mais moi, c'est ça que je trouve hyper important, c'est qu'il y a un peu des fois ce désespoir de se dire, oh, j'ai du mal à reprendre le travail, j'ai peur de ne pas retrouver un boulot. Et de se dire qu'en fait, non, il y a vraiment des solutions qui existent. Donc, étape numéro 1, bah, voilà, est-ce que je pense avoir un problème? Est-ce que ce problème est lié à mes médicaments? Donc, on va aller voir un neuropsychologue pour pouvoir savoir si bah, justement c'est normal ou pas. Est-ce que c'est lié aux médicaments? Et puis après, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour justement… Alors, je me permets, Clément, si tu Vas-y, je t'en prie, Nicolas. Je pense qu'il ne faut pas avoir un neuropsychologue tout seul, parce que sinon on en revient à l'idée du neuropsychologue en cabinet, en libéral, qui va pouvoir effectivement donner un avis, mais qui n'est pas prescripteur, qui ne connaît pas les médicaments, c'est pas son métier. Donc il faut voir un neuropsychologue dans une équipe de psychiatrie. Et il faut voir un psychiatre qui est orienté vers la réhabilitation psychosociale en même temps. Comme ça, on a un avis vraiment intégratif. Et puis, on aura forcément quelqu'un qui voudra optimiser les doses, donc qui fera qui s'engagera dans la déprescription si c'est nécessaire. C'est mieux de faire ça. Donc, il y a 135 centres environ de réhabilitation psychosociale et un certain nombre de secteurs de psychiatrie générale qui sont dans ce type de démarche. Plus les centres experts centres experts bipolaires qui sont compétents également dans le domaine, et il y en a aussi beaucoup. Donc ça, c'est possible. Après, si tu vas voir un neuropsychologue en libéral, bah, tu auras juste le bilan, mais tu pourras pas en faire grand-chose par rapport à la prescription, tu n'auras pas une vue d'ensemble. Voilà, excuse-moi, je t'ai coupé, tu posais une question. Non, mais t'as raison, Nicolas, t'es là pour ça, c'est toi l'expert. Moi, je vulgarise un petit peu les choses, donc, mais c'est bien, justement, et c'est pour ça que t'es là. Mais du coup, je mettrai les liens des centres de réhabilitation psychosociale, comme ça, si tu poses une question, bah, tu regardes directement. C'est le site du Centre ressources de réhabilitation psychosociale. On clique sur trouver une structure, et là, il y a toutes les structures qui se déroulent. Il y a une carte, ou alors c'est par région. C'est très facile. Ouais, non, parfait. J'avais trouvé le lien, j'avais regardé en amont. Oui, et moi, je milite pour qu'il y ait un accès libre, pas besoin d'être adressé par un médecin traitant ou un psychiatre, mais que ce soit accessible directement. C'est normal. Après, il peut y avoir une file d'attente s'ils sont submergés de demandes. Ça, c'est normal. Mais par contre, pas de barrière de procédure administrative, de choses comme ça, quoi. Ouais, non, t'as raison, parce que c'est un vrai truc. En fait, nous, on se rend compte qu'il y a vraiment des créneaux d'opportunités lorsqu'on est concerné par la bipolarité. Et il y a des moments où on a envie de mettre des choses en place. Et dans ce moment-là, bah, si on a une oreille attentive et si on a tout de suite la possibilité justement d'avoir accès à un centre, eh ben, c'est super, on met des choses en place. Mais si on attend un peu trop, des fois, hélas, on repart dans une phase ou autre raison de vie. Et du coup, bah, on a raté le créneau, quoi. C'est un peu dommage. Oui, bah, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut être bien informé, il faut pouvoir faire recourir à de l'auto-aide, de l'auto-soin. Moi, je valorise beaucoup ça. D'ailleurs, sur le site du Centre ressources, on a mis en ligne, il n'y a pas très longtemps, un livret d'auto-soin qui est plutôt bien fait, qui permet d'évaluer sa santé mentale, si on se sent bien, son bien-être, etc. Il y a des numéros pour des recours, des choses comme ça. Donc ça, c'est l'auto-aide. Après, il y a l'entraide. Et je trouve très intéressant les clubhouse pour les personnes qui ont un trouble bipolaire. Je trouve que c'est très adapté et beaucoup s'y trouvent bien. Après, il y a la maison perchée, bien sûr. Il y a 800 gemmes en France dont certains peuvent tout à fait convenir. Et puis après, troisième étape, recours à des professionnels dans le médico-social ou dans le sanitaire. Mais déjà, c'est se connaître soi-même et savoir à quoi correspond telle ou telle sensation, tel ou tel symptôme, telle ou telle manifestation, et pouvoir réagir par rapport à ça, je crois que c'est vraiment la base.
Donc, être informé sur le trouble bipolaire, être informé sur les troubles associés au trouble bipolaire, les possibilités, etc. Il y a beaucoup de livres aussi. Il y a un père aidant qui travaille avec moi qui s'appelle Fabrice Solière, qui a écrit Vivre avec un trouble bipolaire, qui est plutôt pas mal. Il y en a d'autres aussi. Je cite celui-là parce que j'en ai fait la préface et donc je l'ai lu. Et puis j'apprécie Fabrice. Mais ça permet comme ça d'avoir des informations qui soient aussi expérientielles. Je pense que c'est important cet aspect-là. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. Ouais, t'as raison. Et du coup, quand on a passé ces différentes étapes, parce que le but du jeu, quand même, c'est de récupérer ses capacités cognitives, comment ça se passe? Parce que c'est souvent une question qu'on me pose, c'est est-ce que je vais récupérer 100% ou pas? Et quels sont les exercices qu'on fait? Combien de temps ça dure? Alors, bien sûr, ça varie, mais c'est d'avoir un peu les grandes lignes. Oui, alors la remédiation cognitive, elle est sous forme d'exercices, tu as complètement raison, qui peuvent être individuels ou collectifs. Il y a des programmes individuels en face à face ou avec du papier crayon ou en trio avec un ordinateur, des exercices sur ordinateur qui sont adaptés. Et il y a des exercices groupaux également qui peuvent impliquer un ordinateur ou pas, qui peuvent impliquer des jeux avec de la communication s'il y a des difficultés de communication, ce qu'on appelle les troubles de cognition sociale. Donc tout a fait l'objet de procédures précises et d'études de validation. Parce que c'est pas parce qu'il y a des difficultés mises en évidence et qu'il y a un outil thérapeutique qui paraît y répondre qu'il va être efficace. Donc ça, on doit le montrer qu'il est efficace et ça s'appelle faire de la recherche clinique. Et tous les outils de remédiation cognitive qu'on promeut ont fait l'objet de recherche clinique. Ils sont décrits en particulier dans le traité de réhabilitation psychosociale ou sur le site du centre ressources. Ils sont également pour la plupart décrits. Donc les exercices, ça va être des exercices durant lesquels il faut résoudre un problème qui peut être en rapport avec un problème de la vie quotidienne. Par exemple, trouver un objet dans un ensemble d'objets, mémoriser un certain nombre d'informations, se repérer dans tel ou tel contexte, etc., etc. Et l'idée, c'est que la personne trouve une solution en développant une stratégie qui lui est propre, en s'appuyant sur les processus cognitifs qui fonctionnent bien pour elle. Et qu'ensuite, cette manière de faire, cette stratégie-là, elle puisse l'exporter dans sa vie quotidienne. C'est pas faire un surentraînement avec toujours les mêmes exercices pour artificiellement augmenter les capacités dans tel ou tel domaine. Ça marche pas très bien. Ce qui est plus efficace, c'est développer des stratégies alternatives pour compenser les difficultés. Donc ça, c'est une des manières de faire en remédiation cognitive. Et là où c'est important, c'est que le thérapeute de remédiation cognitive connaisse bien son outil, était formé pour ça. Donc on a un diplôme, on en est à la 17e promotion, je crois, qu'on a créé à Lyon en 2009, c'est le seul, qui est un diplôme d'université, qui forme des neuropsychologues, des psychologues, des infirmiers, des ergothérapeutes, des médecins aussi, qui permet aux personnes d'avoir les bases pour s'approprier ensuite des outils de remédiation cognitive. Parce qu'il faut que la personne le connaisse pour pas mettre en échec le patient qui en bénéficie. Et sache construire les exercices, construire l'utilisation des exercices, construire des séances et accompagner la personne dans une progression. Parce que si on la met face à des exercices très difficiles tout de suite, en fait, on la met en échec, elle va mémoriser l'échec. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Donc, c'est important d'avoir affaire à un thérapeute certifié. Et les thérapeutes certifiés, ils sont dans les centres que j'ai cités, les centres de remédiation cognitive qui font l'objet de la liste dont on parlait tout à l'heure. Et puis après, c'est retranscrire au quotidien les bénéfices, donc faire des exercices à la maison. Il y a certains programmes qui comprennent quelqu'un qui aide à la maison, qui peut être un prof, qui peut être un professionnel. Et ça, c'est très intéressant. C'est venu du programme SKIT. Et c'est David Penn qui a inventé le concepteur du programme SKIT avec son collègue Roberts qui a inventé ce Practice Partner. Et le Practice Partner, c'est quelqu'un dans l'environnement de la personne qui l'aide finalement à mettre en place les bénéfices dans son environnement quotidien. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc là, on voit à travers tout ça qu'il y a des procédures bien standardisées. Et que c'est pas juste faire des exercices sur une petite tablette, style jeu vidéo, etc. C'est vraiment se poser la question de ce qui va être utile, de comment je vais faire, et puis ensuite le faire au quotidien. Donc pour ça, il faut un professionnel pour être aidé, pour le faire bien. Et la question qui est pas toujours simple, c'est que quand on a eu, par exemple, un travail qui est assez complexe, qu'on a eu, hélas, une crise, hospitalisation, etc. Et toi, généralement, tu vois que les personnes arrivent à trouver un travail similaire ou c'est généralement un travail un petit peu différent? C'est une question qui est un peu difficile, mais je pense qu'il faut rentrer les pieds dans le plat, on va dire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais moi, ce qui me choque toujours, c'est quand un
médecin ou la MDPH en général, etc., dit bah non, vous avez un trouble bipolaire, vous pourrez pas travailler, etc. Ça, c'est complètement faux. Déjà, ça, c'est de la stigmatisation. Donc, il faut le combattre. Ce qui définit la personne, ce sont ses capacités maximales, c'est pas ses difficultés. C'est ce qu'elle est capable de faire si elle va bien. Donc ça, c'est important de le dire aux personnes. Si on veut lutter contre l'autostigmatisation, il faut en parler un petit peu aussi. Donc, il y a l'autostigmatisation, c'est la stigmatisation par les personnes elles-mêmes qui s'approprient des stéréotypes sociaux. Bah, j'ai des difficultés, donc je ne peux pas travailler, donc je suis comme ci, donc je suis comme ça. Donc ça, on doit la combattre. Il y a des outils thérapeutiques pour ça. Et puis, il faut aussi combattre la stigmatisation, c'est-à-dire enlever de la tête des professionnels ou de la population générale que tel trouble est associé à une incapacité à travailler, parce que ça, c'est des idées qui sont encore très très présentes. Donc effectivement, bah, si on a un trouble bipolaire, ce qui compte, c'est comment on est dans les périodes euthymiques, dans les périodes où on va bien. C'est là qu'on a ses pleines capacités. C'est pas ce qui se passe quand on est en crise, parce que les crises, on a les moyens de permettre aux personnes avec des troubles bipolaires de les éviter. Donc, que ce soit des moyens médicamenteux, et souvent on peut pas faire autrement, et puis des moyens non médicamenteux, c'est-à-dire en particulier une hygiène de vie. Le rythme de sommeil, etc., etc. Mais ça, tu connais bien. Je ne sais pas si c'est la peine de reparler. Je pense que ça a été évoqué ailleurs. Donc, l'idée, c'est vraiment, oui, on a un trouble bipolaire. Il n'y a rien qui est interdit. En fait, il n'y a rien qui est obligatoire non plus. C'est-à-dire que chacun doit faire ce qui lui convient et ce qu'il est capable de faire. Il n'y a pas de normes. Si on est normatif, déjà, ça ne va pas, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc, on doit accompagner les gens vers ce qui leur convient. Et c'est ce qu'on essaye de faire, effectivement, en réhabilitation psychosociale. C'est la seule chose qui soit réaliste, éthique, valable, etc., etc. Ouais, mais c'est bien que tu le dises aussi, enfin, là-dessus, on est totalement en raccord, parce que, ouais, en fait, on peut bosser, et bien sûr, certains vont adapter un petit peu, notamment, je sais pas, bosser 4 jours sur 5, ce genre de choses, mais et c'est hyper important. Et moi, ce que je vois, c'est que beaucoup de personnes rétablies que je connais, qui travaillent, en fait. Et ça fait vraiment partie du processus de leur rétablissement. Et à titre personnel, même, moi, je pense que si je bossais pas, bah, je pense que je repartirais dans des crises, par exemple. Oui, je comprends, mais bien sûr, c'est un facteur de rétablissement, parce que ça donne une identité sociale, ça occupe, ça évite de s'ennuyer, ça évite d'être concentré sur ses difficultés, puisque ça décentre finalement de ses difficultés. Il y a énormément de raisons de favoriser l'insertion professionnelle. Donc moi, je suis complètement acquis à ça. Mais il faut que chacun soit acquis également, hein, si on veut que ça fonctionne. Et tout à l'heure, tu posais la question, est-ce que chacun va retrouver son statut antérieur, etc. Non, pas forcément. Ça dépend des aléas de la vie. Ça dépend où était la personne au départ, ce qu'elle a subi, etc. Les choix qu'elle a pu faire dans une période où elle n'était pas bien. Parce que malheureusement, le trouble bipolaire, il est associé aussi à des décisions qui sont prises un petit peu comme ça, dans des périodes pas bonnes. Et après, les décisions, bah, elles sont pas réversibles. C'est-à-dire qu'il faut repartir sur autre chose. Mais ça veut pas dire que ce sera pas bien. Ce sera différent. Et puis parfois, bah, il y a des gens très compétents qui retrouvent un poste à l'identique. Il y en a qui ne le retrouvent pas, qui font autre chose, bah, c'est très bien aussi. L'important, c'est que ça aille à la personne et de pas se décourager. Je pense que c'est ça le message qu'il faut tenir. Rien n'est inéluctable. Après, quand on a une rupture par rapport à quelque chose, parce que la crise maniaque ou dépressive a fait rupture, bah, il faut reconstruire. Mais c'est aussi un défi qui est intéressant. Et le trouble bipolaire, il n'est pas associé en moyenne à un manque d'énergie. Il est plutôt associé à la capacité à pouvoir s'investir, en moyenne. Donc, bah, il faut utiliser ça positivement, sans se mettre sur un versant maniaque par choix pour aller de l'avant. Il n'y a pas besoin de faire ça. Faut le faire tranquillement, dans une période euthymique, la plus euthymique possible, je dirais. Mais après, chacun doit prendre ce qui lui convient, encore une fois. C'est pas à moi, psychiatre, de décider ce qui convient à un tel, un tel, un tel. Je ne me permettrai pas de le dire. Mais moi, ce que je me permets de dire, c'est attention, là, vous courez des risques, et voilà tel outil médicamenteux que je connais bien ou non médicamenteux qui peut vous aider. Moi, mon travail, c'est d'informer pour permettre à la personne de se saisir de ce qui va être le plus utile du point de vue donc non médicamenteux. On a parlé des outils de la réhabilitation psychosociale, c'est dans le non médicamenteux ou du point de vue médicamenteux. Mais en aucun cas, je vais être à la place de la personne, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais prendre tel médicament ou pas prendre tel médicament. Ça, c'est la responsabilité de la personne. Mais en revanche, moi, je dois l'informer parce que c'est moi qui connais les effets thérapeutiques et les effets indésirables. C'est normal, c'est mon métier. Mais par contre, en aucun cas, je veux décider en disant, vous devez absolument faire ça. Parce que ça n'a pas de sens. Voilà, moi, il me semble que si j'étais à votre place, je ferais ça. Ça me paraît plus approprié. Mais c'est co-construit. Ah ouais, mais c'est le nerf de la guerre. Et alors, euthymique, c'est grosso modo la stabilité, pour bien redéfinir ce que c'est. Oui, pardon, oui, j'ai une tendance à utiliser le jargon médical. Donc, effectivement, le trouble bipolaire, c'est ce qu'on appelle les difficultés euthymiques, c'est-à-dire des fluctuations de l'humeur. L'humeur, c'est toute l'énergie, le ressenti qu'on peut avoir en soi, qui peut être excessif, ce qu'on appelle les épisodes maniaques.
ou faire défaut, ce qu'on appelle les épisodes dépressifs. Donc, soit l'humeur, elle est exaltée, excessive, soit elle est triste, dépressive. Et puis, entre les deux, c'est l'euthymie, c'est-à-dire quand on a une humeur qui est considérée comme acceptable, satisfaisante, selon ses propres critères. Mais il y a aussi les critères de la société, parce que si on est maniaque, on peut penser que ça va bien, mais la société n'accepte pas ça. Donc, il faut aussi tenir compte de ça, c'est important de le dire. Parce que des gens peuvent vouloir rester maniaques. Enfin, personne ne veut rester dépressif. Hein. Ça, c'est pas très agréable. Mais maniaque, c'est pas forcément complètement désagréable. C'est juste inadapté pour soi, parce que même si on pense qu'on a beaucoup de capacités, que les choses sont faciles, en général, c'est moins efficace que d'habitude. Et puis, c'est fatigant pour l'entourage, quoi, on va dire. Ouais, et ça fait vraiment partie de l'acceptation. Et moi qui m'a pris un petit peu de temps d'accepter de ne plus vouloir vivre les phases hypomaniaques, en fait. C'est ça. Parce que, oui, ça peut être agréable sur le moment, mais généralement, on va pas au bout des choses. Hein. Enfin, moi, en tout cas, je parle de mon cas personnel. C'est super, on fait un truc super pendant quelques mois, et puis après, généralement, ça explose en vol, en fait. Bah oui, c'est ça, parce qu'en fait, l'idée, c'est la dispersion qui va avec. On a plein d'idées, on a plein d'énergie, on veut s'engager dans ci, on veut s'engager dans ça. C'est bien illustré dans un film qui s'appelle Le Livre des Solutions avec Pierre Ninet, je trouve qu'il le montre bien. Il fait plein de choses, il veut faire un film, etc. Et il est super sympathique, mais en fait, il n'y a rien qui aboutit, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Mais lui, il voulait pas de traitement dans ce film, si je me souviens bien. Je l'ai vu il y a quelques temps à sa sortie. Mais... Et puis finalement, à la fin, je crois qu'il se met dedans, puis il lui arrive pas de gros accidents. Dans mon souvenir, hein, mais je l'ai vu il y a longtemps. Je l'ai vu aussi, il est très bien. Je mettrai tous les liens de toute manière de tout ce qu'on parle. Au niveau, parce qu'au final, c'est intéressant, on a vraiment fait quelque chose sur la réhabilitation et c'est très bien, et c'est pour ça que j'adore ce genre d'échange. Si on reste sur ce sujet-là, mais comment est-ce que tu vois l'avenir de tout ce qui est remédiation cognitive? Parce que c'est des sujets, je trouve, qui sont hyper importants pour l'espoir, parce qu'il y a un peu ce côté où, moi, ce que je vois, et après, ça dépend de chacun, mais il y a un peu, voilà, j'ai pris conscience que j'étais bipolaire, que j'avais besoin d'aide, etc. J'ai accepté. Mais ensuite, il y a un peu cette vallée de la mort où on est dans rémission, que c'est dur, on fait des efforts, mais on a encore des conséquences. Et on a des fois des pertes cognitives, donc il y a des médicaments ou pas. Et dans ces moments-là, souvent, enfin, j'espère de moins en moins souvent, mais il y a un peu ce côté où, bon, est-ce que ça vaut le coup vraiment de bien manger, de prendre mes médicaments, etc. Et c'est là où on a tendance un peu à se laisser aller et on repart dans autre chose. Et justement, la remédiation cognitive, c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est de se dire, et c'est un message qui n'est pas simple, mais c'est de dire, bon, tiens le coup, ça va durer peut-être 6 mois, 1 an, mais quand tu arriveras au bout, tu pourras justement faire tout ce que tu as envie. Et comment est-ce que toi, tu vois l'évolution de la remédiation cognitive et est-ce que tu vois des innovations un petit peu par rapport à ça? Mais moi, j'aimerais qu'elle soit plus disponible, que les gens aient plus conscience que ça existe et la sollicitent plus. Je pense que c'est important que les personnes concernées la réclament. Parce que si on veut que ça se développe, si personne la réclame, ça se développera pas. Parce qu'en fait, on peut très bien faire avec les troubles cognitifs. Moi, je me souviens quand j'étais interne dans les années 1990, on disait, ah bah oui, un tel, là, il prend des médicaments, il a tel trouble, il peut plus se concentrer, ben c'est comme ça. Voilà. On attend que ça passe, ou ça passe pas. C'était triste. Ça s'appelle se résigner. Mais c'est facile de se résigner. C'est plus difficile, effectivement, comme tu dis, de combattre, de mettre de l'énergie dans des soins pour aller mieux. Et puis finalement, suivre un parcours qui permet effectivement d'aller mieux. Le plus facile, la solution de facilité, c'est d'attendre que ça passe, de rien faire. Parce qu'en fait, c'est la force de l'habitude. Donc là, il y a effectivement une offre de remédiation cognitive qui existe, mais elle est quand même parcellaire. Il y a des centres qui sont petits, avec une instabilité des professionnels, parce que c'est pas non plus quand même un effectif énorme. Sur le début de remédiation cognitive, on a formé quelques centaines de personnes depuis le début. Donc, je sais pas combien, peut-être 500, 600 en tout ont été formés, et peut-être 200 ou 300 pratiquent encore la remédiation cognitive, et pas à temps plein. C'est pas beaucoup pour toute la France. Donc l'offre, pour moi, elle est insuffisante. Donc je pense que ce que pourraient faire les personnes concernées, c'est militer pour que les instructions des GOS qui disent il doit y avoir des centres de réhabilitation psychosociale de proximité et support sur toute la France, qui font ci, qui font ça. Il faut lire l'instruction du 16 janvier 2019, c'est très bien décrit, c'est juste quelques pages. Donc ça, c'est important que tu la lises et que tu la fasses lire aux autres. Ensuite, il y a une instruction des GOS de 2022 qui dit la réhabilitation psychosociale, donc la réhabilitation cognitive et les autres outils, psychoéducation et tout, doivent être sur tout établissement autorisé en santé mentale. Donc, il y a 2 instructions très importantes dont il faut vraiment prendre connaissance. Après, il faut réclamer leur application pour que tout le monde en bénéficie. Et ça, c'est aux personnes concernées de le faire.
Nous, on est professionnels. Moi, je combats pour favoriser cette offre-là. Je passe beaucoup de temps en ce moment à relire tous les chapitres du traité, les corriger, les homogénéiser, etc. Traité de réhabilitation psychosociale, qui met bien en exergue la remédiation cognitive. Il y a d'ailleurs des chapitres qui décrivent de nouveaux programmes. Si on a le temps, on les citera après. Mais ça crée pas l'offre sur le territoire. L'offre sur le territoire, c'est une transformation très progressive. Et ça doit être réclamé par les personnes qui disent, nous, on veut ça, on veut telle évaluation, on veut tel soin parce qu'on veut aller mieux. Pour que l'établissement local le fasse. Parce que les textes, ils existent, mais après, ils sont appliqués diversement. L'instruction de 2022, elle dit pas qu'il faut que toute personne en bénéficie. Ça doit être disponible sur tout établissement. Mais il peut y avoir 2 soignants qui passent une après-midi par semaine à faire un groupe. Ça s'appelle respecter le texte. Mais c'est pas suffisant pour le besoin de la population. Donc, battons-nous ensemble. Non, mais tu as raison, et c'est vraiment ça le nerf de la guerre, en fait. C'est justement, c'est ce qu'on fait actuellement, c'est de dire aux personnes concernées, en fait, voilà, tu peux prendre le sujet, et c'est parce qu'on va y aller ensemble. Et moi, j'aime beaucoup dire, c'est les personnes concernées, les proches et les professionnels. Et c'est quand on arrive à avoir ce trio que tout avance et qu'on a ce qu'on a envie de réussir. Alors, je suis d'accord avec les proches. Pour nous, l'aide aux aidants, c'est central. D'ailleurs, dans la restructuration de mon pôle en 2020, j'ai mis au cœur l'unité d'aide aux aidants. Parce que si les aidants ont bien compris ce qui se passe pour celui qui va moins bien, ils vont pouvoir, eux, sentir mieux, ils vont pouvoir l'aider. Donc, c'est bien pour eux, c'est bien pour leurs proches. Donc, pour nous, c'est toutes les familles sont informées que ça existe. On leur demande s'ils sont d'accord pour être rappelés et on les incite à aller vers des programmes qui préfigurent la psychoéducation, comme Bref, et après des programmes de psychoéducation divers et variés. Orientés rétablissement, orientés santé mentale en général. Pas forcément orienté sur un trouble, même si on a un qui est plus sur le spectre bipolaire, parce qu'effectivement, il y a des spécificités, les cycles, etc., et qui marche très bien, ce groupe-là. Mais dans une option très déstigmatisante et très santé mentale et rétablissement. J'essaie de faire au plus juste avec ton temps. Une dernière question. Si tu avais une baguette magique, Nicolas, qu'est-ce que tu changerais dans la santé mentale ? Moi, j'aimerais bien avoir une baguette magique. En tout cas, j'ai quelque chose que je veux mettre en place qui bénéficierait bien de la baguette magique. C'est une maison de la santé mentale pour que toute la population française soit au courant des grands domaines de la santé mentale, des déterminants de la santé mentale, des troubles de la santé mentale, finalement accepte mieux ce que c'est qu'un trouble bipolaire, une schizophrénie, etc., parce qu'il y a encore beaucoup de peurs qui alimentent la stigmatisation. Donc, cette maison de la santé mentale, les statuts vont être signés par les membres fondateurs fin mai, et ensuite, on va les déposer. Et on va faire des actions qui seront des actions de communication numérique. Et l'idée, c'est de mettre à la disposition de toute la population des contenus validés scientifiquement, donc par les meilleurs spécialistes, mais accessibles librement sur un site web et ensuite dans un lieu physique qu'on essaiera de créer dans les prochaines années. Donc là, on est en quête de financement pour ça et on espère que ça va avancer. Mais de toute façon, on va le faire au moins sur la partie virtuelle dès la fin du printemps, début de l'été. On a déjà du contenu et on le diffusera. Et c'est vraiment extrêmement large, pas limité à troubles sévères, réhabilitation psychosociale, etc. C'est vraiment parler de toutes les dimensions de la santé mentale, y compris dans des aspects préventifs, informatifs très larges, pour que vraiment tout le monde se sente intéressé. Donc, si j'avais une baguette magique, je me donnerais de l'argent pour que ça se crée plus facilement, y compris le lieu physique qui sera sympathique, emblématique, très beau, pour donner envie à tout le monde d'y venir. Ouais, tu me diras, tu m'enverras, je pourrais relayer. On a, 5000 personnes dans la newsletter, etc., donc n'hésite pas. Oui, d'ailleurs, des membres institutionnels pourront participer à la Maison de la Santé Mentale, sans apporter nécessairement des finances, mais simplement des idées. Donc, si l'association Psy Hope veut participer, elle sera la bienvenue, évidemment. Ouais, avec grand plaisir. Bon, merci beaucoup, Nicolas. C'était très complet. Merci beaucoup, Clément. C'était un super échange et je suis à ta disposition, à celle des membres de l'association et des internautes. À bientôt. Au revoir, Clément. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopestage.com, hopestage.com, et je vous dis à très bientôt.